Bonjour à vous. Ce que l'on vous propose, c'est comme il est l'horaire, enfin il est 16h45, on va pouvoir débuter pour échanger ensemble sur la gestion de trésorerie. Donc merci à vous d'être présents à Entreprendre dans l'Ouest. C'est vrai que c'est un événement important pour la création, pour la reprise, pour les développements d'entreprises, mais c'est également un événement qui vous permet d'échanger entre porteurs de projets, entre créateurs, et ça c'est vraiment aussi un élément important. Et bien évidemment, merci d'être présents avec nous. Avec Céline, on est ravis d'être avec vous et on va passer 3 quarts d'heure ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser au fur et à mesure. C'est le plus simple à ce niveau-là. Ce que l'on vous propose avant, c'est de se présenter. Je te laisse peut-être. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Céline Guérin, moi je travaille au Crédit Mutuel de Bretagne et je m'occupe de l'animation du marché des professionnels sur l'Ille-et-Vilaine, donc aux côtés de nos conseillers professionnels. Et donc Florence Ciodo. Donc moi je suis responsable des engagements au Crédit Mutuel de Bretagne sur les départements des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. Donc quand on parle d'engagement, c'est tout ce qui est crédit aux entreprises, que ce soit sur la création, la reprise, le développement ou les opérations également de haut de bilan. Là-dessus. Alors, pour démarrer, on vous a présenté en fait ici le déroulé de notre intervention. Donc on va démarrer en fait de pratico-pratique en revenant un petit peu sur ce qu'est le cash. On va parler cash pour ensuite parler davantage de flux de trésorerie et de tout comprendre par rapport au flux de trésorerie en ce qui vous concerne, parce que c'est comme ça après que vous allez pouvoir en fait dans le détail voir un peu avec nous les solutions pour optimiser la trésorerie, anticiper les besoins de trésorerie par rapport à votre projet de création et de reprise. Et vous allez voir que c'est effectivement essentiel de bien comprendre pour pouvoir ensuite utiliser les bons outils et les solutions adaptées. Et puis, quand on parle de trésorerie, on parle aussi d'excédents de trésorerie. Donc, on terminera par là sur la gestion des excédents de trésorerie. Voilà, donc on a construit une présentation qui se veut très pratico-pratique, vous allez voir. Mais c'est comme ça que tous ensemble, on va rentrer tranquillement dans la thématique. Pour commencer, le cachet roi, trésorerie et reine, c'est vrai que c'est une phrase que l'on aime beaucoup avec Céline et qu'on utilise très régulièrement dans nos interventions, qu'elles soient des interventions internes ou externes. Pourquoi ? C'est parce que la réussite d'une entreprise, outre son concept, votre qualité de chef d'entreprise, votre idée, cela passe par la capacité de l'entreprise à générer du cash. Parce qu'une entreprise qui n'est pas en capacité de générer plus de cash que ce qu'elle a comme dépense, malheureusement, elle est condamnée à disparaître. D'où l'importance d'avoir un suivi très régulier de tout ce qui est flux de trésorerie. Et on va y revenir sur le sujet. Nous, en tant que partenaire, quand on prête à une entreprise, ce que l'on s'assure, c'est qu'elle a la capacité à générer suffisamment de cash, de trésor pour honorer sa dette et donc nous rembourser là-dessus. Mais également qu'elle soit en capacité de financer son développement et également en capacité de vous financer, vous, porteur et créateur d'entreprise, donc chef d'entreprise, parce que quand vous investissez dans une entreprise, vous prenez un risque et c'est normal que vous ayez une rémunération par rapport à ça. Pour qu'on puisse être sûr que l'on parle des mêmes thèmes, en finance, ce qui est important, c'est de raisonner en termes de flux. Et ça devient beaucoup plus simple quand on raisonne en termes de flux. Alors quand on emploie le terme cash, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement la trésorerie que vous avez sur votre compte à l'instant T, votre liquidité disponible. Et quand on parle de cash flow ou de flux de trésorerie, ça va être tous les mouvements créditeurs ou débiteurs. Donc c'est vraiment des vrais mouvements de flux d'argent, ce n'est pas des opérations purement comptables. C'est juste pour être sûr d'être sur le même vocabulaire. Et là, à partir de là, en fait, on va parler du cycle d'exploitation. Donc, ce qui va faire que ce cycle d'exploitation, selon votre activité, votre typologie d'activité, il va être très variable d'une entreprise à l'autre, en fait. Et donc, c'est là où, pour le chef d'entreprise, et lorsque vous, en tant que dirigeant, vous allez voir votre partenaire bancaire, il va être important de pouvoir justement comprendre votre cycle d'exploitation, à quoi, en fait, vont être destinés les flux. Et donc, pour pouvoir analyser l'évolution de votre trésorerie, grâce à ça, il y a le tableau des flux, en fait, qui va derrière vous permettre de présenter aux banquiers l'évolution, avoir la vision de l'évolution, en fait, de votre trésorerie, donc de comment, en fait, sort et rentre, en fait, les capitaux, donc votre cash. Donc, avoir cette vision, en fait, à plus long terme pour se projeter et comprendre la consommation. Vous allez ainsi pouvoir expliquer votre cycle d'exploitation
et donc derrière, pouvoir maîtriser davantage votre roadmap entre le moment, par exemple, où vous allez signer un devis et le moment où vous allez être réglé de votre client. Il est important de comprendre la durée et de ce qui va sortir et rentrer pour anticiper, analyser, anticiper et puis expliquer. Alors quand on parle de cycle d'exploitation, pour que ce soit le plus clair possible, c'est la ligne de vie entre le moment où vous signez votre devis et le moment où votre client vous règle. C'est ce qui se passe dans cet intervalle-là. Entre je règle mes fournisseurs, je produis, j'ai des charges qui sont liées aux salariés, qui sont liées à l'électricité, etc. Donc c'est vraiment ce laps de temps-là. Si pour illustrer, si par exemple vous prenez un titre de la PQR, un journal, ça va avoir un cycle d'exploitation de 24 heures. Entre le moment, par exemple le journal d'aujourd'hui du mardi, il a été écrit en grande partie hier, imprimé la nuit dernière et distribué aujourd'hui, avec un règlement dans la foulée, voire un prélèvement. Donc on a un cycle d'exploitation qui est court de 24 heures. Mais si vous prenez une autre activité, on va prendre l'exemple d'un électricien. Un électricien qui va faire une maison, vous faites une construction, votre maison individuelle, vous signez le devis au moment où vous avez votre permis de construire, et vous, votre électricien, il va intervenir 7 mois, 8 mois plus tard. Donc là, on est sur un cycle d'exploitation qui est bien plus long. Donc c'est vraiment ça la différence, et c'est important de l'avoir en tête pour avoir une bonne gestion derrière de trésorerie. Et pour le préciser, évidemment, on n'attend pas son bilan comptable. Le bilan comptable va être que la photo en fait du passé, alors que là, on parle bien de flux de trésorerie à l'instant T, et on va plutôt se projeter en fait sur devant et sur les mois à venir. Ouais. Donc pour illustrer, ce que l'on a fait avec Céline, c'est qu'on a préparé un exemple qu'on va mettre dans le monde idéal, s'il n'y avait pas de délai de paiement, et un exemple également dans le cadre du monde réel. Alors ça va peut-être vous paraître un peu simpliste comme exemple, mais l'idée c'était vraiment d'illustrer nos propos sur ce sujet-là. Et donc là, on va démarrer par un exemple, vous allez le voir en fait affiché, où on est dans le monde idéal, comme tu le disais Florence. Donc en prenant l'exemple ici, un commerce de peinture, on va prendre une hypothèse très simple, dépôt de 7 000 € de capital social, et puis notre commerce de peinture va contracter un prêt de 3 000 €. Donc là, on va avoir 10 000 € tout simplement qui vont arriver dans la caisse de son entreprise et qui sont illustrés ici au niveau des ressources. Et donc la caisse en parallèle, effectivement, qui apparaît. Donc notre gérant va, avec ces 10 000 € acheter des étagères d'exposition pour 4 000 € qu'il paie immédiatement. Donc on va voir en fait apparaître au niveau des emplois le rayonnage. Et puis bien évidemment, puisqu'il les paie directement, la caisse est défalquée, on arrive à nos 6 000 €. Ensuite, notre gérant de peinture achète sa peinture chez Tolem et paie immédiatement pour 2 000 € de peinture. Donc au niveau de ses emplois également, on va voir apparaître la peinture et puis sa caisse qui diminue d'autant. Donc là, on va retrouver les 4 000 € et on a toujours notre équilibre entre les emplois et les ressources, évidemment. Donc là, pas de problématique particulière. C'est ce qui va apparaître d'un point de vue comptable très simple. Ensuite, donc dans la vie de l'entreprise, de notre entreprise de peinture, il y a vente de la peinture pour 3 800 €. Donc c'est là qu'apparaît le compte de résultat. On commence à avoir les mouvements. Et donc effectivement, va apparaître de l'autre côté la vente de peinture pour 3 800 €, ce qui va générer pour notre entreprise un résultat de 1 800 €. Donc là, on est dans un monde idéal, évidemment, où la solution est très simple. On n'a pas de délai. En réalité, la situation, elle est beaucoup plus complexe en temps normal. Il y a à côté... Ah, vous m'entendez peut-être plus. C'est bon, c'est revenu. Je ne vais pas trop bouger. On a également, bien évidemment, à côté, la caisse qui s'est agrémentée de la vente, donc à 7 800 €. Et donc là... si tu peux juste continuer. Voilà, l'équilibre derrière avec le résultat et notre total bilan actif-passif à 11 800 €. Donc là, dans ce monde idéal, tout va bien. Sauf qu'effectivement, en réalité, ça se passe rarement comme ça. En général, il y a des délais. Dans une entreprise de peinture, il n'est pas tout de suite immédiatement payé de son client. Et il peut aussi y avoir des délais du côté fournisseur. Donc on va prendre un cas maintenant avec un délai. On est toujours sur la même entreprise de peinture. Et cette entreprise de peinture, elle achète pour 20 000 € de stock. Donc on va retrouver
la peinture qui arrive en stock pour 20 000 euros. Comme elle le paye à 30 jours, on va donc avoir en face une dette fournisseur pour le même montant de 20 000 euros. Donc automatiquement, comme on a fait un achat, donc on a des stocks qui augmentent, on va avoir nos emplois qui vont augmenter du même montant. La même chose pour la partie du bilan. Donc là, on est vraiment dans le vrai monde, avec des niveaux et des besoins qui sont différents d'une entreprise à l'autre. Donc là, on a vraiment pris quelque chose d'assez simple, mais pour illustrer là-dessus. Notre négociant en peinture, comme il est très bon, c'est un bon commerçant, le lendemain, il a vendu la globalité de son stock pour 30 000 euros. Et il octroie un délai de paiement à son client de 45 jours. Donc pour mémoire, il a acheté 20 000, il a un délai de paiement à son niveau de 30 jours, et il vend le lendemain pour 30 000 avec un délai de paiement à 45 jours. Et comme il a bien bossé, logique, il se prend une rémunération. Donc on retrouve en achat, donc le premier achat de 2 000 qu'on a vu tout à l'heure, le deuxième qui vient de faire de 20 000 euros, et donc on retrouve nos ventes à côté au niveau des produits. Il s'est versé un salaire de 1 500, donc on passe à un résultat de 10 300 euros. Au niveau de son bilan, qu'est-ce qui se passe ? Son stock de peinture, comme il l'a vendu, elle disparaît. On a une créance client qui apparaît au niveau de son bilan de 30 000 euros. C'est une somme qui lui est due par son client. Et on a toujours en face donc notre dette fournisseur. Le résultat, il n'est plus de 1 800 euros, mais de 10 300 euros. Par conséquent, on va avoir la caisse, donc la disponibilité de l'entreprise, ses liquidités, qui passe de 7 800 à 6 300. La différence est le salaire qui s'est versé là-dessus. Et donc, on récupère un total bilan qui est toujours équilibré, donc à 40 300. Là, tout va bien pour le moment. Il a fait ses ventes. On est sur une entreprise qui est rentable parce qu'elle a un résultat de 10 300 euros. Ce qu'on veut vous montrer dans l'exemple, c'est qu'est-ce qui se passe 30 jours plus tard. Alors 30 jours plus tard, rappelez-vous, notre négociant de peinture va devoir régler son fournisseur, justement. Donc là, à ce niveau-là, on va regarder un petit peu plus loin par rapport à son bilan. Donc sa caisse est à 6 300 euros par rapport à ce qu'il a réalisé en fait comme vente, et il doit régler sa dette fournisseur de 20 000 euros. Et donc là, évidemment, il y a un petit problème, c'est qu'il n'a pas suffisamment pour pouvoir faire face en fait à sa dette fournisseur au moment. Et donc là, force est de constater qu'avec sa trésorerie et son cash, il ne pourra pas faire face sans solliciter à minima un découvert auprès de sa banque. Donc on voit bien que cette situation d'une entreprise où certes l'entreprise est rentable, il y a du résultat, devient assez problématique dès lors que il faut faire face en fait à sa dépense et au règlement de la dette du fournisseur, alors que l'entreprise globalement va bien. Donc c'est important en fait de vous montrer cet exemple parce qu'au quotidien, là clairement on voit qu'il y a un manque d'anticipation par rapport au cycle d'exploitation en fait de l'entreprise, et qu'il est essentiel au moment de pouvoir avoir eu cette capacité à se dire là je ne vais pas avoir suffisamment de cash et il faut que je puisse voir avec mon banquier comment en fait trouver une solution adaptée, puisque là je subis en fait les délais qui me sont entre guillemets appliqués en fait. Et c'est là que c'est important dans tout ce qui est création, reprise d'entreprise, c'est de ne jamais sous-estimer le BFR. Il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut pas le sous-estimer. Et l'idée, c'est de toujours l'anticiper pour mettre en place les bons outils que l'on peut, qui sont disponibles en fait sur le marché. Et d'autant plus quand on est dans une entreprise en fait en phase de croissance. Là, on le voit bien. Donc, en synthèse, sur notre exemple, ce que l'on voulait vous montrer, c'est que les entreprises, elles achètent que très rarement au comptant et elles vendent que très rarement également au comptant. Ça, c'est une particularité de notre économie en France là-dessus. Et donc, du fait du délai que l'on peut avoir de crédit client, de crédit fournisseur, et également les délais de fabrication et de commercialisation, le cycle d'exploitation et de toute entreprise s'étend sur une période qui est plus ou moins longue. Et donc, ça amène à un décalage que l'on peut avoir entre nos entrées et nos sorties. D'où l'importance de bien anticiper et de mettre en place les outils adaptés pour accompagner son entreprise et accompagner son développement derrière. Alors, on a juste mis ce graphique, ça va être le seul truc un peu plus technique que l'on a mis dans notre intervention. Donc, vous savez qu'un bilan, on peut le décomposer en 3 grandes parties et l'analyser en 3 grandes parties, même en 2 grandes parties. Vous allez avoir la partie du haut de bilan avec le fonds de roulement et la partie liée à votre exploitation qui est le besoin en fonds de roulement.
La partie du haut de bilan, donc le fonds de roulement, ça va être la différence entre vos ressources stables et vos emplois stables. Vos ressources stables, c'est tout ce qui est en jaune, en fait, côté passif. C'est les capitaux propres et tout ce qui est emprunt à long terme. Et vos emplois stables, ce sont les immobilisations nettes. Donc enlever des dotations aux amortissements là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le haut de bilan. Et théoriquement, ce fonds de roulement doit financer le besoin en fonds de roulement. Au niveau du BFR, on va y retrouver là la partie exploitation. Donc ça va être votre différence entre votre stock et votre créance client et la partie dette court terme et fournisseurs. Pour illustrer, je vais prendre un exemple, ça va être peut-être plus simple. Si on prend une entreprise de vélo, ça va être, je vais prendre ça comme exemple, ça va être plus facile. Pour fabriquer son vélo, une entreprise elle a besoin d'un certain nombre de pièces. Les pièces les plus connues, je pense que vous connaissez tous Shimano. Shimano, c'est un fabricant de pièces de vélo qui est basé au Japon. Et Shimano, aujourd'hui, il a un rôle de leader. Il est le leader sur son domaine de pièces de vélo. Donc tout ce qui va être frein, tout ce qui va être lié au... Maintenant, c'est comme on appelle ça, les freins à disque, des choses comme ça. Donc c'est vraiment le leader. Notre entreprise qui va fabriquer ces vélos, elle va devoir commander ces pièces auprès de Shimano. Aujourd'hui, Shimano, ils ont un délai à peu près autour de 3 mois de délai de livraison, entre le moment où on commande et le moment où on reçoit les pièces. Sauf que Shimano, il est leader sur son marché. Et donc Shimano, aujourd'hui, il vous demande un paiement à la commande. Ça veut dire qu'au moment où vous faites votre commande, vous devez régler vos pièces. Donc entre le moment où je commande mes pièces, je vais le recevoir 3 mois plus tard. Imaginez vous commandez vos pièces le 1er janvier parce que vous êtes un vrai bosseur. Donc 1er janvier, férié, c'est pas grave, vous travaillez. Vous commandez vos pièces le 1er janvier, vous les réceptionnez fin mars. Et là, vous commencez à fabriquer votre vélo. Pour fabriquer votre vélo, vous en avez pour 2 à 3 mois parce que vous n'êtes pas sur un système avec des chaînes automatisées, etc. Vous faites du sur-mesure. Et imaginons, vous vendez vos vélos à une entreprise de sport, Sport 2000, Intersport, on va prendre. Parce que Sport 2000, je crois que ça n'existe plus. Vous vendez à Sport 2000. Vous avez acheté vos pièces en janvier, vous fabriquez février-mars, vous vendez au mois de juin vos vélos à Intersport. Et avec Intersport, vous allez avoir un délai de règlement qui va être de 60 jours. Ça veut dire que vous avez acheté en janvier, vous êtes réglé fin août. Donc vous avez un délai assez important qui est nécessaire. Et ça permet d'entretenir au niveau de votre BFR. Parce que l'ensemble de vos stocks, matières premières, produits, donc dans ces cas-là, vos vélos qui sont en cours de fabrication, vous allez retrouver sur la partie stock. Et donc, pour pouvoir financer, on va le voir tout à l'heure, il y a un certain nombre d'outils que l'on peut mettre en place là-dessus. Et justement, donc là, on va rentrer un petit peu plus. Donc, juste avant la présentation des outils spécifiques pour financer votre BFR, avant de solliciter justement votre partenaire bancaire, l'idée, là, la priorité, ça va être, on l'a dit tout à l'heure, de comprendre l'origine des besoins. Et donc là, on liste un peu d'où provient ce BFR, ce besoin de trésorerie par rapport à votre cycle d'exploitation. On va avoir plusieurs éléments. L'augmentation des créances de la clientèle. Donc là, c'est plutôt une bonne chose en règle générale. C'est qu'il y a une hausse du chiffre d'affaires, davantage de clients. Mais ça va aussi générer, s'il y a des délais, un montant accru. La hausse des délais des règlements clients, hein, comme on a pu en parler tout à l'heure. Ça, c'est un élément important. Et c'est un élément d'autant plus important que dans des périodes où on est un peu plus chahuté économiquement, les délais des règlements clients ont tendance à augmenter. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet là-dessus. Et d'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous avez lu les articles qu'on a pu avoir dans la presse économique cette semaine. Il est question d'une loi au niveau européen pour réduire les délais de règlement à 30 jours. Aujourd'hui, en France, on est sur du 60 jours ou 45 jours fin de mois. C'est la loi LME. On évoque une loi qui permettrait de réduire à 30 jours. Alors, l'augmentation des stocks. Là, c'est le deuxième point. L'augmentation des stocks, plusieurs origines par rapport à ça. Alors, suivant l'activité, effectivement, on peut avoir besoin à un moment donné d'un stock plus important, stockage massif parce qu'il y a une opportunité. Donc là, on va saisir par rapport au prix, mais c'est aussi la saisonnalité. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un magasin de jardinage, c'est vrai qu'au moment un peu avant le printemps, il va y avoir un stockage un peu plus important pour des produits qui vont s'écouler sur la période estivale. Donc là, il faut être en capacité de faire face par rapport à la trésorerie. Mais l'augmentation du stock, ça peut être aussi, dans certains cas, une mévente ou un vieillissement. Donc là, on entend tout ce qui va être activité avec de l'obsolescence, donc l'habillement notamment. C'est vrai qu'il
il y a nécessité de renouveler de façon assez importante. Et donc là, on va être confronté à une problématique d'augmentation de BFR de ce fait. C'est ça. Et tout ce qui est obsolescence, notamment aussi sur tout ce qui est lié à l'informatique, les évolutions des processeurs, etc., ça va tellement vite que parfois on peut avoir des stocks assez importants par rapport à ça. Donc si vous reprenez une entreprise, vérifiez toujours la qualité des stocks et leur composition. On parlait tout à l'heure, Céline évoquait le stockage massif. Si on regarde ce qui s'est passé en 2022, janvier 2022, vous avez une forte augmentation, même une explosion du prix des matières premières. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont surstocké par rapport à leurs besoins en se disant « Ah, j'anticipe, je vais peut-être augmenter mon niveau de stock pour m'assurer du niveau du prix que j'ai actuellement ». Parce qu'il y avait la problématique prix, mais il y avait également une problématique d'approvisionnement, une difficulté d'approvisionnement. Donc on a pu également avoir ce phénomène-là, d'avoir des surstockages sur des matériels qu'ils avaient plus ou moins besoin, à un prix qui était plus ou moins bon. Surtout qu'au mois de septembre, on a vu qu'il y a eu une forte baisse du prix des matières premières sur un certain nombre d'éléments, et ce qui a pu créer aussi des difficultés, notamment sur le niveau de marge des entreprises sur l'année 2022 là-dessus. Le troisième point par rapport au délai fournisseur, donc qu'il soit à la hausse ou à la baisse, il a plutôt tendance là d'ailleurs à se réduire par rapport à la période du point de vue de la conjoncture. Donc on voit des délais en fait un fournisseur qui se réduisent, et donc ça forcément en cascade ça va impacter votre BFR. Tout à l'heure je vous donnais l'exemple de Shimano et de sa position de leader. Quand vous avez un fournisseur qui est leader sur son marché, la position de force, elle n'est pas de votre côté, elle est du côté de votre fournisseur. C'est ça aussi la difficulté que l'on peut avoir. Et à l'inverse, quand vous êtes en position de force, c'est plus facile aussi pour vous d'indiquer et d'imposer, entre guillemets, vos délais de règlement là-dessus. Et en dernier point, évidemment, on a les créances fiscales et sociales qui peuvent également, là aussi, s'accroître et donc impacter. Et donc c'est important vraiment de bien comprendre l'origine de ces besoins. Quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est un élément essentiel et qui est une des clés de gestion pour la réussite de votre entreprise. Donc, en fonction de vos types de besoins, de votre cycle d'exploitation, également de votre typologie de clientèle, il existe un certain nombre d'outils que l'on peut mettre en place et qui peut répondre aux besoins d'accompagnement. Alors, on a repris un tableau qui est plutôt pas mal fait des clés de la banque pour trouver un certain nombre d'informations sur ce site-là. On a repris, quand on a besoin de financer son poste client, c'est-à-dire qu'on est en une entreprise qui est par exemple en phase de développement, on a un poste client qui augmente, on a besoin de l'accompagner et de le financer. Il y a 3 solutions principales qui existent. On va avoir l'escompte, on va y revenir en détail, la DAI et la facturage. L'escompte, si on reprend notre cas de notre négociant en peinture, il a vendu à un autre artisan ses pots de peinture. Dans ces cas-là, on aurait pu escompter la traite qu'il avait. C'est quelque chose qui est tout à fait possible de mettre en place. Par exemple, je facture, on est le 7 novembre, j'ai facturé hier le 6 novembre pour 20 000 € à mon client et j'ai mis un délai de paiement à 45 jours. J'ai mis une traite, cette traite je peux l'escompter, donc je peux avoir cette somme dès à présent sur mon compte et mon client, lui, sera prélevé que dans 45 jours. Ça, c'est une possibilité que l'on a, c'est qu'on escompte la traite, donc la facture que l'on peut avoir. L'autre possibilité, c'est la loi Dailly, ce qu'on appelle la loi Dailly. Dailly, c'est un sénateur, je crois que c'était un sénateur de 81 qui a dû mettre ça, c'est en 81 que ça a été mis en place. C'est quand vous travaillez avec des collectivités notamment, ou avec des entreprises sur lesquelles vous avez un marché. Je vais prendre un exemple, je suis paysagiste et je dois refaire l'aménagement extérieur d'une grande surface d'un Leclerc. J'ai conclu un marché avec ce Leclerc qui est de l'ordre de 100 000 €. J'ai un marché qui existe, il y a un contrat qui est mis en place. Je peux tout à fait mobiliser ce contrat par la cession de ma créance dans le cadre d'une loi Dailly. Et pareil, je peux, au lieu d'attendre le règlement qui peut être à 60, 30, même un petit peu plus long avec des grandes surfaces, je peux l'avoir dès à présent. Donc ça, c'est également une solution qui est possible quand on travaille en B2B et quand on travaille avec des marchés. La troisième possibilité, c'est la facturage, donc tout ce qui est factor. Si on se replonge 20 ans en arrière, le factor, c'était pas un produit qui était vraiment très apprécié. Souvent, on disait « on utilise la facturage quand on est sur une société en difficulté ». C'est faux. Le factor, c'est un outil qu'on utilise de plus en plus, et notamment dans le développement des entreprises. Ça permet d'avoir une facilité. Pourquoi ? Parce que le factor, en fait, il va faire une étude de votre poste client. Il va pouvoir vous dire « oui, vous êtes une entreprise avec une qualité de poste client, etc., etc. Je vais pouvoir prendre vos factures ».
Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'en fonction des options que vous pouvez prendre avec votre factor, vous pouvez céder le recouvrement de vos relances et donc les relances au factor. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas être à la vente, à la production, à la partie RH, au recouvrement, à la comptabilité. C'est compliqué de tout faire. Et donc, c'est aussi un moyen de pouvoir externaliser une partie on va dire de l'activité administrative d'une entreprise. Et ça, j'en parle d'autant plus facilement qu'au niveau de la facturage, donc ce sont des sociétés dédiées, et que nous, au CMB, on n'en a pas. Donc on fait appel à des partenaires externes là-dessus. Et donc c'est vraiment un très très bel outil qui a souvent été dans le passé une image négative, mais qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé. On le voit énormément sur des grandes surfaces, on le voit énormément avec des industriels. Si vous êtes fabricant de vélos et que vous travaillez avec des gros groupes de commercialisation, effectivement, vous allez également utiliser la facturage. Ça, c'est un outil indispensable à avoir là-dessus. Le quatrième outil, le billet financier, donc là, va correspondre un peu plus à des activités saisonnières en cas de besoin de stock. Si je reprends par exemple l'exemple de mon magasin de jardinage, en fait, grâce au billet financier, il va pouvoir acheter son stock, payer comptant en fait son fournisseur, et donc là pour le coup avoir des tarifs qui soient intéressants. Et quelques mois après, lorsqu'il aura vendu, en fait, son billet financier va avoir une échéance à durée estimée en fonction de la date et de la période de ses ventes. Et c'est vrai que c'est un outil qui va bien convenir dans ce cadre-là. Également, s'il y a une cession d'actifs à venir. Donc là, on prévoit en fait une trésorerie, une avance de trésorerie sur un élément, soit de vente ou de vente, en tous les cas, de l'activité ou en lien avec un actif qui va se dérouler à un instant T dans quelques mois, par exemple. Donc ça, c'est un très bon outil. Le dernier outil, donc là, lorsque l'entreprise va plutôt avoir affaire à une clientèle de particuliers et qu'elle a un besoin en fonds de roulement, ça va être la facilité de caisse, tout simplement, donc le découvert, en fait, qui va permettre de combler justement le décalage entre les encaissements et puis les décaissements. D'où l'importance aussi, on va y revenir tout à l'heure, mais quand on est sur une clientèle de particuliers, c'est d'avoir une politique d'acompte. Je fais si je suis artisan ou autre, mais je fais une facturation, si je reprends mon exemple de mon électricien, c'est important au moment de la mise en place de son devis d'avoir une politique d'acompte qui couvre au moins ses achats. Parce que pour ne pas avoir avancé cette partie-là. Et c'est vrai que quand on est sur une clientèle particulière, on a des délais de règlement qui théoriquement, je dis bien théoriquement, sont relativement courts. Et donc l'autorisation de découvert, ça peut permettre de faire un petit peu ce décalage entre le moment où on a fini le chantier et le moment où on récupère la facturation et le règlement de nos clients. Le suivi et la relance, là, sont d'autant plus importants dans ce cadre-là, en fait. Et donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce que j'anticipe mes besoins à ce niveau-là. Pourquoi anticiper? C'est pour avoir une gestion optimale de sa trésorerie et pour également avoir une gestion optimale de son besoin en fonds de roulement. L'idéal, ce serait de pouvoir encaisser le plus tôt et régler le plus tard possible. Mais ça, ce serait le monde idéal et ce n'est pas forcément toujours ce qui est faisable dans votre quotidien. Donc l'idée, c'est de toujours anticiper le besoin de liquidité que l'on peut avoir, et on va y revenir sur notamment les tableaux de flux de trésorerie, qui est un outil indispensable à la gestion d'une entreprise. On en parlait tout de suite, de solliciter les acomptes, un minimum le coût de vos achats, pour ne pas avoir à les avancer à ce niveau-là. La facturation, c'est vrai que c'est important de pouvoir facturer assez rapidement, même très rapidement. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans votre quotidien, mais c'est vraiment un élément essentiel. Et pour vous aider à facturer rapidement, de plus en plus maintenant vous avez des outils, des applis qui existent, qui sont à disposition, que l'on peut avoir. Donc là on vous en a mis deux avec Céline, on a mis Inface et Fizen, qui souvent... Ce sont deux outils parmi d'autres en fait. Oui, parmi d'autres. Et vos experts comptables souvent ont également des logiciels qui peuvent vous proposer là-dessus. Et l'idée c'est qu'avec ces outils-là, ça vous facilite la facturation. Déjà la partie devis, en général vous rentrez vos prix, etc. Ça vous fait les devis, ça vous permet de connaître la marge. Derrière vous faites votre chantier, vous envoyez votre facturation à l'issue de votre chantier et vous avez même les relances s'il n'y a pas le règlement qui a été fait dans le temps imparti. Donc ça sont des outils qui sont vraiment intéressants à avoir à ce niveau-là. Et je dirais que là, en fait, s'il y a une tarification à appliquer par rapport à l'utilisation de ces outils, il est important de se dire que ce que vous allez régler, en fait, vous allez largement le compenser et le gagner par rapport à la sérénité et puis par rapport aussi à votre trésorerie derrière, évidemment.
Derrière, on en parlait, hein, le suivi du règlement et les relances auprès des clients, ça c'est un point important. Et bien évidemment, de pouvoir réussir à négocier les délais auprès de vos fournisseurs quand c'est possible. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple également sur ce sujet-là, en fonction des volumes, en fonction aussi de l'ancienneté de l'entreprise, de la connaissance également que vous pouvez avoir avec votre fournisseur. Et donc on en parlait, ce fameux tableau de flux de trésorerie qui va être essentiel pour vous, pour pouvoir anticiper en fait et puis déterminer vos besoins en fonds de roulement. C'est que derrière, vous allez pouvoir comme ça en fait avoir vos entrées et vos sorties de façon très détaillée et surtout une lisibilité par rapport à l'activité de votre entreprise sur une période donnée. En général, on est sur une année. Et donc, en prenant en compte et vos délais de paiement client et vos délais de paiement fournisseur, votre stock également, et donc ainsi avoir la variation de votre BFR qui va se faire de façon très lisible derrière pour aller déterminer aussi le minimum de BFR en fait sur votre activité. Ça, c'est essentiel en fait. Et ça vous permettra aussi derrière de pouvoir activer les bons leviers, d'aller faire les bonnes demandes au moment. C'est ça. Et donc ces tableaux de trésorerie, vous les trouvez très facilement aujourd'hui sur Internet, que ce soit au niveau des clés de la banque, soit au niveau de BPI, que ce soit dans le blog des entrepreneurs aussi. Vous retrouvez tous ces tableaux-là. On vous en a mis un en exemple, qui est un exemple relativement, on va dire, simplifié, mais qui permet un petit peu d'illustrer. On récupère l'ensemble de ces flux qui rentrent, donc les flux créditeurs, et l'ensemble des charges que vous pouvez avoir. Alors là, on en a mis un en exemple mensuel, mais vous en avez qui existent de façon hebdo. Et aujourd'hui, avec les applicatifs, vous pouvez anticiper et avoir une vision exacte de votre niveau de trésorerie. Et ça, c'est un point qui est assez important. Et surtout, il faut surtout ne pas hésiter à faire différents scénarios de tableaux de flux de trésor. Pourquoi ? C'est parce que vous avez par exemple prévu un règlement client qui doit arriver dans 30 jours. Que se passe-t-il si votre règlement il n'est pas dans 30 jours, mais dans 40 jours ou dans 50 jours? Parce que parfois, on peut avoir un petit peu de délai. Donc c'est vraiment de pouvoir envisager les différents scénarios et qui vous facilitent également dans votre suivi à ce niveau-là. Donc ne pas hésiter à faire des scénarios un petit peu dégradés à ce niveau-là. Et ça, on peut vous le dire, quand vous êtes en mesure de présenter ça à votre banquier, il est super content et en général, il va avec vous trouver la solution adaptée. Effectivement, ce que nous, on aime bien en tant que banquier, je peux en parler très facilement, parce que mon job, c'est l'analyse financière et je ne fais que ça toute la journée, c'est de réussir à avoir l'anticipation. Pour nous, c'est beaucoup plus facile quand une entreprise nous demande en disant, voilà, je sais que dans 2 mois, je vais avoir un décalage. Par contre, j'ai les chantiers qui sont en route. Par contre, je sais exactement quand je vais être payé avec telle typologie de clientèle. C'est bien plus simple pour nous de mettre les bons outils et de faire l'accompagnement parce qu'on est en anticipation. C'est toujours plus compliqué quand on est en subi et quand on nous appelle le matin parce qu'il y a des règlements qui arrivent au niveau du compte. Et on dit, ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire, je vais être réglé, mais dans 30 jours, dans 40 jours. Ça, c'est la partie qui est un peu plus compliquée. Donc c'est toujours bien d'être en anticipation un maximum là-dessus et de mettre les outils qui sont vraiment adaptés à chaque entreprise. En fonction de vos situations, votre clientèle, vos types de fournisseurs, on adapte vraiment l'outil. C'est de faire du sur-mesure avec vous sur le sujet. Alors, on a vu de façon un peu plus détaillée ce qui se passait par rapport aux besoins de trésorerie. On a aussi en fait le pendant qui va être les excédents de trésorerie, comment les gérer et les orienter. À un moment donné aussi, on peut avoir dans notre activité un surplus de trésorerie. Et donc là, ça va être important de déterminer le montant, la somme qui ne va pas être nécessaire à l'activité immédiate du cycle d'exploitation et que l'on va pouvoir placer. D'autant plus important que là, on arrive dans une période, et vous le voyez bien, où on a vécu et on va peut-être encore vivre une hausse de taux quand même assez importante. On le voit du côté du crédit, mais ça veut dire aussi que derrière, du côté du placement et de l'épargne, on a aussi des taux qui sont très intéressants et qui vont permettre aussi à un moment donné d'apporter du rendement à l'activité sur la somme qui n'est pas nécessaire immédiatement. Donc ça dans un premier point, mais ça va vous servir aussi à vous projeter par rapport aux projets que vous pouvez avoir de développement sur votre entreprise, donc voir un petit peu à court terme, à moyen terme et à plus long terme, ce qui va vous permettre aussi ce que vous voulez comme développement par rapport au projet et votre entreprise en fait. Avec un conseil toutefois qui est important, c'est de toujours garder une marge de sécurité derrière parce qu'effectivement, c'est être capable de faire face aux aléas. On parlait de la conjoncture, il peut y avoir des moments où c'est un peu plus tendu, des facteurs que vous n'avez pas forcément prévus, d'où les scénarios que l'on estime, mais donc garder toujours une marge de sécurité par rapport à ça.
Et donc la première question, ce que disait Céline, c'est quand on se pose la question de qu'est-ce que je fais de mes excédents, c'est toujours avoir une vision, c'est vers où vous voulez emmener votre entreprise. Quel est le développement que vous voulez faire et quels seront les besoins que vous allez avoir là-dessus. Avoir trop de trésorerie dans son entreprise, c'est pas forcément non plus... alors c'est rassurant pour vos partenaires, hein, ça c'est certain, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Parce que est-ce que vous utilisez à bon terme votre niveau de trésorerie? D'où l'importance de toujours se dire vers où je vais aller, quels vont être mes projets et quel va être le niveau de trésorerie que je vais solliciter. On peut très bien imaginer, et on le voit beaucoup quand vous entendez, quand vous lisez les articles de presse, quand vous regardez les grosses boîtes cotées en bourse, etc., qui font parfois des rachats d'actions propres, c'est parce qu'en fait, ils ont trop de trésorerie et que ce niveau de trésorerie ne travaille pas suffisamment et ne reste pas suffisamment sur les prêteurs de capitaux, donc les actionnaires. Donc il peut y avoir ce type d'opération, il peut y avoir aussi des opérations de distribution exceptionnelle. Ce sont des choses qui sont également possibles quand on a des excédents de trésorerie. Bon, là-dessus, il faut faire gaffe aussi à la fiscalité que vous pouvez avoir sur ce sujet-là. Mais vraiment savoir vers où je veux aller, quelle est ma stratégie au niveau de l'entreprise. Et effectivement, c'est toujours important d'avoir, entre guillemets, un matelas de sécurité, un comatit part. Si on reprend ce qui s'est passé avec la crise Covid, tout fermé du jour au lendemain. Alors certes, il y a eu des aides, il y a eu beaucoup de choses de mis en place, mais si on se replonge au mois de mars 2020, le nombre d'appels téléphoniques qu'on a pu gérer, les inquiétudes, etc., en fonction des niveaux de trésor, on sentait que le stress était plus ou moins élevé d'un chef d'entreprise à l'autre. Si on prend les difficultés d'approvisionnement qu'on a pu connaître et que l'on connaît toujours un petit peu actuellement sur la partie construction, aujourd'hui, quand vous prenez sur la partie construction, il y a eu un décalage du fait qu'il y a eu des problématiques d'approvisionnement. Donc vous avez beaucoup de chantiers qui se sont décalés. Et du coup, quand vous êtes par exemple sur du second œuvre, vous êtes plombier, vous faites du carrelage, vous êtes carreleur, vous intervenez sur la fin de la partie de construction d'une maison. Mais quand vous avez eu des chantiers qui se sont décalés pendant 10 mois, 1 an, pendant ce temps-là, vous n'avez pas l'activité qui était prévue que vous ayez initialement. D'où l'importance d'avoir toujours un niveau de trésorerie qui vous permet de faire face à des éventuelles difficultés qui ne sont pas de votre fait, mais là on était vraiment sur quelque chose de conjoncturel là-dessus. Donc l'idée, c'est comment on peut orienter et gérer ces excédents. Donc on en a parlé, donc la distribution de dividendes. Là-dessus, c'est aussi à voir avec votre expert comptable vos stratégies et quelque part même aller plus loin sur la partie fiscalité. C'est de vous dire, est-ce que je dois aller sur de la rémunération, est-ce que je dois aller sur des dividendes? Donc il y a un vrai calcul à faire aussi à votre niveau sur ce sujet-là. Ça peut être également pour apporter, pour financer des projets de développement, de croissance externe. Je suis installée depuis 5 ans, 6 ans, il y a une entreprise à côté qui est complémentaire. Je sais que le dirigeant va bientôt partir à la retraite. Peut-être que faire un projet de croissance externe a un intérêt pour mon entreprise et me permettrait éventuellement de faire des économies d'échelle. Ça peut être aussi une possibilité. Céline en parlait, ça peut être aussi de placer vos excédents de trésorerie. Aujourd'hui, on est sur un marché où on a des taux qui sont beaucoup plus élevés. Alors oui, c'est vrai que vous empruntez à un taux plus élevé, mais votre rémunération est également importante. Peut-être qu'à titre personnel, vous avez le livret A, vous avez vu les évolutions du livret A au cours des 2 dernières années. Donc il y a des opportunités également sur ce sujet-là. Alors les opportunités au niveau des produits de placement sur des entreprises, vous avez les livrets de façon classique, comme on peut avoir à titre personnel. Vous avez tout ce qu'on appelle les dépôts à terme, donc ça va être des placements sur des durées de ce qui peut aller de 1 mois jusqu'à 5 ans, 6 ans, même un petit peu plus quand on va sur des produits un peu plus structurés. Ça sont des possibilités. Et vous avez tout ce qui est des obligations aussi. En ce moment, les obligues, c'est aussi ça peut être également une opportunité assez intéressante. En tout cas, quand vous choisissez un niveau de placement, l'important, c'est toujours avoir des liquidités. Donc d'avoir une partie en livret, ça, c'est quelque chose d'indispensable. Mais également ensuite de mettre vos durées de placement en fonction de vos projets d'entreprise et de la stratégie que vous avez de votre entreprise. Si vous savez que vous allez avoir des projets de renouvellement de matériel ou autre et que vous allez éventuellement en autofinancer une partie, c'est de mettre vos placements en fonction aussi des besoins que vous allez avoir. Ne jamais mettre tout à la même date, ne jamais mettre tout sur du court terme, mais avoir quelque chose d'assez élargi en termes de durée de placement. Et enfin, pour le dernier, un formidable outil de pilotage par rapport à la partie RH, parce que oui, vous allez aussi avoir dans le recrutement à recruter, mais à fidéliser, à garder vos salariés. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir un peu de trésorerie, d'excédent, d'avance, va vous permettre
de mettre en place une politique salariale adaptée et de garder les salariés. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, justement après la période Covid aussi, dans certains secteurs, ça va compter. Et c'est ce qui va faire la différence entre le choix que le salarié va faire de venir chez vous et de rester. C'est les dispositifs d'épargne salariale. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir des interventions sur ce sujet à l'EDO. Concrètement, c'est un dispositif qui permet de proposer aux salariés, il va mettre par exemple 300 € et vous, au niveau entreprise, vous allez abonder à hauteur par exemple de 900 €. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de charge de façon aussi importante que sur les salaires sur ce type de versement. Et c'est un vrai outil de fidélisation qui est assez sympathique à avoir. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet actuellement, la partie RH en fonction des secteurs d'activité. Ça vous coûtera moins cher que de verser une prime. Voilà. C'est un peu ça l'idée, notamment. En synthèse, ce qui est important, c'est que une bonne gestion de trésorerie, ça vous permet déjà de bien anticiper et de bien évaluer vos besoins pour passer ce qu'on appelle le cap du lancement. Le BFR, il faut toujours bien l'estimer au moment de votre reprise et création d'entreprise, tout simplement parce que si vous le sous-estimez, ça vous peut être en difficulté assez rapidement. Et c'est important d'avoir cette marge de sécurité qui permet de lancer de façon sereine votre entreprise. Parce que souvent, vous pouvez faire un BP, mais si votre BP, dès le premier mois, vous êtes au taquet du chiffre d'affaires, c'est toujours un petit peu étonnant. Ça monte souvent en puissance. Et il faut financer cette montée en puissance. Et cette montée en puissance, on le finance avec le BFR là-dessus. Ça, c'est une des possibilités. Donc surtout ne pas sous-estimer ce besoin-là à la création. Ça, c'est un élément important. Par contre, il ne faut pas non plus le surestimer, parce que parfois on voit des montants assez conséquents où on va nous dire quasiment 6 à 7 mois d'activité, et parfois on nous demande aussi des différés. Donc il faut vraiment être sur le bon niveau, parce que tant qu'il y a 2-3 ans, je vous aurais dit c'est pas grave, on emprunte un peu plus, les taux sont quand même très très bas. Aujourd'hui, on est plutôt sur des taux qui ont augmenté, parce que c'est la tendance du marché, avec les taux directeurs, que ce soit au niveau BCE ou Fed, qui ont des augmentations très régulières, et on l'a vu encore récemment. Donc c'est vrai que le coût du prêt est un peu plus élevé. Si vous avez fait des emprunts à titre perso récemment, vous avez également pu le constater là-dessus. Donc important pour le créateur-repreneur pour bien estimer son besoin, mais important également pour l'entreprise existante. On en parlait parce que c'est toujours un matelas de sécurité. Ça permet également d'être totalement indépendant sur le plan décisionnel. Ça, c'est un élément important. C'est aussi important dans le cadre d'un développement d'une entreprise. Quand vous développez au niveau de votre entreprise, vous allez donc augmenter votre niveau de chiffre d'affaires. Mais si vous augmentez votre niveau de chiffre d'affaires, on a vu tout à l'heure, vous allez automatiquement augmenter vos stocks parce que vous allez avoir besoin de plus. Et en général, quand on regarde la physionomie des entreprises qui sont en plein développement, ce sont des entreprises dont on voit le BFR qui augmente de façon beaucoup plus importante que l'évolution de son chiffre d'affaires. C'est normal, le chef d'entreprise, il est vraiment sur la partie développement commercial. Donc c'est aussi important d'avoir cette gestion-là, et ça permet d'accompagner le développement de l'entreprise et éviter un petit peu cette crise de développement que parfois on peut rencontrer quand le sujet de la gestion de trésorerie et le sujet du BFR et donc du cycle d'exploitation n'a pas été appréhendé de façon suffisamment importante. Et bien sûr, au niveau de l'entreprise en cas de difficulté, donc là, le fait d'avoir un peu d'assises financières devant va permettre de faire face à des difficultés financières passagères ou au niveau de la conjoncture, par rapport aux exemples qu'on a pu citer tout à l'heure, et de rester du coup indépendante sur le plan décisionnel. C'est-à-dire que là, en tant qu'entreprise, vous continuez d'avoir le cap et de pouvoir aller là où vous souhaitez aller sans être contraint. Donc vous gagnez aussi en sérénité grâce à ça. Ça, c'est très important pour continuer à avancer. Pour finir, on vous a mis les contacts principaux que l'on peut avoir. Bien évidemment, vous en connaissez une bonne partie, tout ce qui est CCI, la Chambre des métiers. Ici présent d'ailleurs. Voilà. Tout ce qui est la BPI, Réseau Entreprendre, les clés de la banque, est un site assez intéressant. Bien évidemment, votre expert comptable et votre banquier. Nous, notre rôle, ce n'est pas de prêter, mais c'est vraiment d'être un partenaire de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre volonté d'accompagner les entreprises de notre territoire. Côté lecture, on vous l'a mis parce que c'est une référence dans le domaine de la finance, c'est le Vernimen. C'est Monsieur Kéry, Monsieur Le Fur, ce sont des enseignants notamment du côté de HEC, ce sont vraiment des têtes de la finance.
Et c'est un bouquin qui est certes très épais, mais très intéressant. C'est pour ça. On vous recommande. Et bien évidemment, en fonction de vos secteurs d'activité, tous vos syndicats, les différents syndicats professionnels qui peuvent vous aider, vous accompagner dans vos différents projets, dans vos différents besoins. On arrive à l'issue de la présentation, donc on a beaucoup parlé. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est vous laisser vous exprimer par rapport à ce que vous avez entendu, puis les questions que vous pouvez vous poser. Donc toute question peut être posée, hein, on est là pour ça. Qui est-ce qui veut démarrer? Ouais. Concernant le BFR, est-ce qu'il y a une méthode de calcul? Comment ça s'évalue? Je te laisse répondre. Alors, au niveau du BFR, si on regarde purement sur un bilan, on va calculer un BFR qui est un instant T, qui n'est pas forcément la réalité de l'entreprise. Parce que votre bilan, par exemple, vous le clôturez, 70% des bilans se clôturent au 31 décembre. Donc au 31 décembre, on va prendre, si on fait un calcul purement arithmétique, on prend le niveau des stocks. Donc je vais prendre mes stocks, mes matières premières. Je vais prendre mes créances clients. Et de l'autre côté, je vais enlever mes dettes à court terme. Donc mes dettes fournisseurs, mes dettes fiscales et sociales. Donc on fait une soustraction. Mais ça, c'est un instant T. Et ça ne représente pas forcément la réalité de votre entreprise. Et donc la réalité de l'entreprise, ça va être votre BFR normatif. Et pour pouvoir calculer et voir votre BFR normatif, ça passe uniquement par votre tableau de trésorerie. Et c'est par ce biais-là qu'on peut voir quels sont les réels besoins de l'entreprise et comment on peut vous accompagner. Tout à l'heure, Céline parlait d'un exemple d'une jardinerie. Une jardinerie, elle va acheter en janvier-février les salons de jardin qui vont être vendus au mois de mai-juin. Et donc si on fait un arrêté, et si cette même jardinerie, elle fait sa clôture de bilan, par exemple au 30 septembre, on verra rien, parce qu'au 30 septembre, elle a plus ses stocks. Pour autant, si on faisait le même arrêté au mois de mai, là on aura un niveau de BFR, si on calculait uniquement sur le bilan, qui serait bien plus important. D'où l'idée de faire un calcul de BFR normatif qui se fait à partir de votre tableau de flux de trésorerie. Merci Florence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ou témoignages? Après, ça va venir un petit peu plus tard, hein, donc on est là. Oui, ouais, complètement. Très bien. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Et puis voilà, on espère vous avoir apporté un maximum d'informations de façon la plus claire et simple possible. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée, merci.